Cette conférence se déroulera de la manière suivante. Donc, une présentation brève de la vie de M. Jean-Robert Cadet, qui sera suivie directement par son intervention. Et donc la conférence se terminera par une séance de questions que vous aurez la possibilité de poser à M. Jean-Robert Cadet. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de réagir et de poser vos questions sur Twitter via le hashtag JRCadet, tout attaché, Cadet, C-A-D-E-T. Jean-Robert Cadet, écrivain et professeur américain d'origine haïtienne, défend depuis des années la cause des enfants esclaves en Haïti, les reste avec, et a créé la fondation Jean-Robert Cadet aux États-Unis pour mener à bien ce combat. Il a fait partie du groupe de travail des Nations Unies sur les formes d'esclavage contemporaines. De nombreux documentaires ont été tournés sur son action et il a témoigné devant les Nations Unies et le Congrès américain sur son expérience de survivant de l'esclavage. Il est également intervenu au sein des universités les plus prestigieuses telles que Yale, Harvard et Oxford. Né d'un riche propriétaire terrien blanc et d'une pauvre jeune femme noire, Jean-Robert Cadet est donné à une autre famille à la mort de sa mère à l'âge de 4 ans. Il devient dès lors un enfant esclave, un reste avec, un enfant sans état civil, sans droit, sans âge, forcé de travailler de l'aube à la nuit tombée dans la maison de ses maîtres. Physiquement, verbalement, sexuellement et psychologiquement abusé par ses propriétaires, il est aussi souvent prêté aux voisins ou amis chez lesquels il est tout autant exploité. Bien évidemment, il n'est pas scolarisé. Exclu de toute activité familiale, culturelle, civique et religieuse, Jean-Robert Cadet se décrit lui-même comme un observateur plus qu'un acteur dans sa propre culture et société haïtienne. À 15 ans, ses propriétaires émigrent aux États-Unis, où il les rejoint toujours en tant qu'esclave de la famille. Aux États-Unis, ses propriétaires sont informés que cette situation illégale leur fait courir de grands risques et sont dans l'obligation de l'inscrire à l'école. Ne pouvant alors plus être taillable et corvéable à merci, sa présence devenue insupportable, il est jeté à la porte et se retrouve enfant des rues à New York, alors qu'il ne connaît même pas encore la langue et la culture de cette terre étrangère. Malgré ce rejet de la société haïtienne et le racisme aux États-Unis dans les années 70, grâce à son courage et son talent, il passe l'équivalent de notre baccalauréat seulement 3 ans après son arrivée, dans une langue inconnue alors. Il s'engage dans l'armée américaine, puis obtient un master en littérature française à l'université. Publié en anglais en 1998, son autobiographie a significativement contribué à la mince littérature écrite par les quelques survivants de l'esclavage moderne. Ce livre décrit les blessures psychologiques et sociales que subissent les enfants esclaves et qui restent toujours les mêmes en 2014. Alors que Jean-Robert Cadet était destiné à rester analphabète, son œuvre est aujourd'hui étudiée en littérature caribéenne dans les universités américaines. Ce combat contre l'esclavage rencontre malheureusement de nombreux obstacles en Haïti. La pauvreté, la surpopulation des villes, le manque d'accès à l'éducation et l'acceptation politique et sociale de ce système. Pour autant, le chemin parcouru par Jean-Robert Cadet depuis la publication de son premier livre en 1998 prouve qu'une évolution positive est possible et que le combat peut être gagné. C'est ce combat et ces solutions en perspective que Jean-Robert Cadet va nous présenter. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bonjour, je suis Jean-Robert Cadet et je suis très content d'être invité à Grenoble. Et je suis très ému de vous dire que j'ai fait mon service. Bon, c'est ma première fois de faire une conférence en France. Ordinairement, je suis invité à l'ONU et dans les pays anglophones. Alors, je vous prie de m'excuser d'avance pour mes fautes de grammaire en français, etc., etc. D'accord? D'accord. Bon, voilà. Et après avoir passé 3 ans dans l'armée américaine, alors l'armée m'a donné une bourse pour faire mes études universitaires, puisque j'ai vécu en Haïti
Et j'ai passé toute mon enfance en Haïti de l'âge de 4 ans, bon, de ma naissance jusqu'à l'âge de 15 ans, quand je suis venu aux États-Unis. Alors, j'ai écrit une lettre à cette université de demander si c'est possible de venir ici, d'utiliser mon bourse et ma bourse américaine. Et malheureusement, j'ai reçu une lettre non. Et me voici aujourd'hui devant vous à cette université. Alors, la vie est très, très mystérieuse. Ouais. Alors, merci encore une fois. Alors, et en Haïti, depuis mon enfance, j'ai entendu dire les adultes qui cherchent un enfant esclave et les gens disent j'aimerais, alors ils disent ça, ils demandent à des voisins et je cherche un enfant et pour travailler à la maison. Mais j'ai jamais entendu dire, quelqu'un ait entendu dire, et par personne, je cherche un enfant pour aider. J'aimerais bien aider un enfant. Ce sont les enfants qui travaillent pour les adultes. Ce sont les enfants qui servent les adultes. Et puis, après quelques jours, un enfant est apporté chez la personne et cet enfant-là sera appelé « reste avec ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « reste avec » ? Alors, le mot « reste avec », c'est un terme français. « Reste », R-E-S-T-E, reste, et avec. Alors, cela veut dire que l'enfant reste avec la famille d'accueil, mais l'enfant n'est pas membre de la famille. L'enfant n'est pas traité comme membre de la famille. Alors, cet enfant-là se réveille, sera le premier à se lever et le dernier à se coucher. Et cet enfant-là ne fait pas partie, il n'a pas le droit de se mettre à table avec. Il n'est pas invité à table. Par exemple, si les gens vont à l'église, il n'est pas invité. Si les gens vont au cinéma, il n'est pas invité. Et souvent, les gens ferment la porte et laissent l'enfant dehors dans la cour. Alors, c'était ma vie. Et c'est comme ça que j'ai passé toute mon enfance en Haïti. Alors, après la mort de ma mère, et je fus donné par une famille à Port-au-Prince. Et dès mon arrivée, et ma place dans la maison, c'était sous la table de cuisine. Alors, je dormais sous la table de cuisine et je n'avais pas accès aux toilettes. Je n'avais pas accès au salon quand les gens regardaient la télévision, par exemple. Alors, c'est comme si que j'étais invisible. Invisible, ça veut dire que je n'existe pas. Mais j'étais là pour servir les adultes. Et je n'avais pas le droit de parler, de m'exprimer. Et si une personne, alors je réponds quand on me parle, je n'avais pas le droit de m'exprimer, de dire que j'ai mal à la tête, j'ai faim, etc. Je n'avais pas de besoin. Et puis, je n'étais pas scolarisé. Alors, c'était quand j'avais à peu près 12 ans, la famille a décidé de m'inscrire dans un centre d'alphabétisation. Alors, ce n'est pas une école, c'est un endroit pour les enfants très, très pauvres, surtout les restes avec, qui y vont pour apprendre, qui vont les après-midi de 5 heures ou de 6 heures à 7 heures, uniquement pour apprendre à lire et apprendre à compter. Alors, j'y passais 2 ans et après, c'était défendu. Je ne pouvais pas continuer. Après 2 ans, c'est fini. Alors, c'était quand j'avais à peu près 15 ans et la famille a décidé d'aller aux États-Unis pour chercher une vie meilleure. Puisque les enfants restent avec, n'ont pas d'acte de naissance, n'ont pas d'état civil,
Alors, j'ai été trafiqué, un enfant trafiqué, cela veut dire, et c'est toujours avec un faux papier, un faux acte de naissance, et on peut acheter une feuille blanche, et vous remplissez ce papier, alors vous avez un acte de naissance. Et avec ce papier, et les gens m'ont trouvé un passeport, et le nom que ma maman m'a donné, ce n'était pas Jean-Robert. Alors, c'est un nom que j'apprendrai en 2001. Quand je suis arrivé à la maison, à l'âge de 4 ans, les gens m'appelaient Bobby. Mais ce n'était pas le nom que ma maman m'avait donné. Alors, quand les gens disent Bob, cela veut dire je vais être battu. Si les gens disent Bobby, je peux respirer un petit peu. Ça va. Alors, quand je suis arrivé aux États-Unis, dans les années 70, les gens, la famille m'a dit, rien n'a changé, vous êtes là pour travailler à la maison, le matin, vous mettez la table pour le petit déjeuner, vous arrangez les lits, vous faites le ménage, etc., etc. Alors, après quelques mois, un ami haïtien, un ami de la famille, qui connaissait la famille depuis longtemps, est venu en visite et il a dit, est-ce que Bob va à l'école? Non, il n'est pas ici pour aller à l'école. Et en Haïti, il n'est pas allé à l'école en Haïti. Je ne sais pas même s'il sait lire ou écrire. Et ce monsieur-là lui a dit, dans ce pays, ça veut dire aux États-Unis, si vous gardez ce temps un enfant qui n'a pas encore 18 ans, pour le garder à la maison, vous aurez beaucoup de problèmes. C'est risque d'aller en prison. Alors, à ce point-là, la famille m'a inscrit dans un lycée. Je ne parlais pas l'anglais. Et en Haïti, c'était défendu pour un enfant esclave, un enfant reste avec, pour s'exprimer en français. Alors, imagine-toi, la famille, il y a des enfants, il y a des membres de famille. Quand la famille m'adresse, les gens m'adressent en créole. Et le créole et le français, c'est presque la même chose. Je ne pouvais pas dire bonjour, madame. C'est bonjour, madame. Ça, c'est le créole. Et le mot, la lettre R, je ne pouvais pas même prononcer. Ça veut dire que, oh là là, il veut s'exprimer en français, il ne connaît pas, il a oublié sa place. Alors, me voici aux États-Unis à l'âge de 15 ans. Je n'ai jamais été à l'école, mais j'ai appris à lire et compter, écrire, etc. Et je me suis trouvé dans un lycée. Et on m'a mis en deuxième, en seconde. Et les après-midi, alors c'était la première fois de ma vie que je suis à l'école. Je suis allé à l'école de 8 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Alors, chaque jour, quand je rentre à la maison, les gens étaient furieux. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont emmené en Haïti pour travailler et les tâches domestiques étaient inachevées ou n'étaient pas faites et les gens étaient furieux chaque jour. Et après quelques mois, on m'a mis à la porte. Alors, sortez, mettez-vous dehors et écoutez, cesse d'utiliser le nom cadet. Ce n'est pas votre nom. Nous vous avons prêté ce nom afin de venir aux États-Unis. C'est le nom de notre famille. Ce n'est pas ton nom. Cherchez un autre nom. Alors, je me suis dit, alors, où est-ce que je vais trouver une famille pour me donner un nom? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comment
comment choisir un nom. Alors, je pensais que un nom doit être donné à un enfant par une famille. Je ne savais pas que je pouvais choisir n'importe quel nom, Smith ou Pitt, comme Brad Pitt, et d'adopter un nom. Je ne savais pas. Alors, j'ai gardé le nom en attendant et j'ai continué à aller à l'école. À la cafétéria, dans la cafétéria, je me suis mis toujours auprès de la poubelle. Quand les élèves jettent le reste, alors je marche quelquefois comme ça auprès de la poubelle. Je regardais si j'ai vu un morceau de pizza, toujours en cachette. Et puis un jour, une élève m'a vu. Oh là là! Elle m'a embêté. On dit, she was bullying me. Bullying. Vous comprenez le mot bullying? Je ne sais pas comment dire bullying en français, j'ai oublié. Comment dit-on bullying? Non, c'est... Comment? Bon, ouais, voilà. Alors, un jour, j'ai commencé à pleurer et puis mon professeur d'histoire m'a demandé qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, j'ai expliqué que j'étais homeless, j'étais sans abri. Et puis, il m'a dit, sans abri? Ta maman t'a mis à la porte? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Alors, j'avais honte de dire que j'étais enfant reste avec, enfant esclave. J'ai dit, en Haïti, j'ai travaillé pour eux. Depuis longtemps, j'étais tout petit. Et ils m'ont amené ici pour travailler. Maintenant, puisque je viens à l'école, je passe toute la journée à l'école, ils m'ont mis à la porte. Alors, ce professeur m'a amené au service social qui s'appelle le welfare aux États-Unis. Alors, le welfare m'a payé un appartement, m'a donné des coupons pour pouvoir acheter à manger. Et j'ai continué à aller à l'école. Et puis, après 3 ans, et j'ai fini toutes mes études secondaires. Alors, je ne savais pas quoi faire. Et puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai trouvé un boulot dans une station-service. Et puis, je me suis dit, je vais passer toute une carrière, toute ma vie à travailler là, dans la station-service. Alors, un jour, je suis allé faire une promenade et j'ai vu un bâtiment avec de grands vitraux. J'ai regardé, j'ai vu des posters de soldats, des posters de parachutistes, des posters de chars de guerre. Je me dis, oh là là, regarde-moi ça. Alors, je suis allé à l'intérieur, il y a un homme, un gros monsieur, avec un militaire. Il m'a demandé, puis-je vous aider? Je dis, va. Je travaille dans une station-service, je change l'huile dans les voitures. J'aimerais bien apprendre à changer l'huile dans un char de guerre. Il m'a dit, vous êtes venu à la bonne porte. Et puis, bon, je pensais que ce monsieur avait un char de guerre derrière le bâtiment. Il m'a dit, oui, on peut vous montrer comment ça se fait. En ce temps-là, la guerre en Vietnam était à peine terminée. Et puis, il m'a pris dans l'armée américaine. Alors, c'est comme ça que je me suis trouvé dans l'armée américaine. Mais quand je suis arrivé dans l'armée, il m'a donné des papiers à signer. J'ai signé tout vite et des papiers. Je ne savais pas même que ce que je signais, j'ai signé. Et quand je suis arrivé, il y a beaucoup de tanks, beaucoup de chars de guerre. Et puis, à la fin de la journée, j'ai dit, bon, je travaille dans une station-service, je vais aller au travail. Il m'a dit, non, vous êtes là pour 3 ans. 3 ans? J'ai dit, oui, vous êtes là pour 3 ans. Alors, j'ai passé 3 ans dans l'armée. Alors, c'est dans l'armée
que je suis devenu citoyen. Je suis devenu citoyen américain dans l'armée américaine. Alors, pour la première fois de ma vie, pour la première fois, j'étais citoyen d'un pays. En Haïti, je n'avais pas d'acte de naissance, pas d'état civil, j'étais invisible. Me voici aux États-Unis, je suis devenu caporal, parachutiste, et j'avais une nationalité. Et après 3 ans dans l'armée, on m'a donné une bourse. Alors c'est obligatoire, tous les soldats, tous les vétérans. Et puis c'est à ce point-là, je me suis dit, bon, j'ai écrit une lettre à cette université. C'est fou. Ouais. Bon, alors, je vous ai parlé un petit peu de ma vie. Bon, où est Haïti? Haïti, c'est le pays, c'est l'île que Christophe Colomb a découvert en 1492. Il s'est perdu. Il est atterri dans cette île. Alors, il a nommé cette île Hispaniola, en honneur du roi d'Espagne, Hispaniola, en 1492. En 1619, la France a eu une guerre contre l'Espagne. Devinez qui a gagné cette guerre? La France, ah oui. Oh. Alors la France a pris Hispaniola. Et à ce temps-là, tous les Indiens étaient complètement disparus à cause de la maltraitance et à cause de l'esclavage. Alors, Louis XIV, le roi Soleil, j'ai appris qu'il était le roi Soleil depuis que j'étais tout petit. Alors, la France est allée en Afrique, kidnappé beaucoup de Noirs, les apporter, transporter en Haïti, à Hispaniola. Alors, c'est ainsi que Haïti est devenu, Hispaniola est devenu une colonie, la colonie française. Alors, c'était la colonie la plus riche. Alors, cette colonie a produit presque, je peux dire, la moitié de la richesse de toutes les autres colonies. Le café, le cacao, le coton, et le rhum, le sucre, tout. Mais c'est avec beaucoup de violence contre les esclaves. Les battre, les maltraiter. Et ça a duré 185 ans. 185 ans. Alors, en 1804, Haïti a eu son indépendance en 1804. Mais après l'indépendance, Haïti était complètement isolé des autres pays. Alors, imaginez-vous, en 1804, l'esclavage aux États-Unis était encore là. Alors, l'esclavage aux États-Unis a terminé en 1863. Alors, c'était 63 ans après l'indépendance en Haïti que les États-Unis ont reconnu Haïti comme un pays. Alors, vous avez ce pays-là, Haïti, qui est isolé de toutes les nations européennes, qui n'avaient aucun contact avec les autres pays. Alors, comment serait cette culture? Alors, voilà pourquoi les gens, les Haïtiens, pratiquaient ce qu'ils connaissaient avant sur la France, l'esclavage. Alors, on peut dire que le système de reste avec
c'est le vestige de l'esclavage colonial. Parce que quand j'étais petit en Haïti, ma maîtresse me disait quand je fais une bêtise, les enfants font toujours des bêtises. Elle m'a dit, si tu casses, par exemple, quand je lavais la vaisselle, elle m'a dit, ah, si tu casses une assiette, je vais te couper l'oreille. Si tu fais ça, si ce n'est pas bien fait, je vais te couper l'oreille. Mais où est-ce qu'elle a appris cette histoire de couper l'oreille d'un enfant? C'est parce que pendant l'esclavage colonial sur la France, quand un esclave s'enfuit, si elle est rattrapée, le maître lui a coupé une oreille. Alors, tout ça, c'est le vestige. Même le fouet, par exemple. Même le fouet, je ne l'ai pas vu. Voilà. Ça, c'est le fouet, c'est un marchand de fouets. Ce sont les fouets que fabriquaient les colons pendant l'esclavage colonial pour battre les esclaves. Et aujourd'hui, on peut aller dans un marché pour acheter ce fouet. Alors, le vestige de l'esclavage est encore là jusqu'à présent en Haïti. Alors, le pire, c'est l'esclavage de l'enfant. Alors, je vais vous montrer. Si quelqu'un a besoin d'un enfant esclave, vous allez dans la campagne, voilà, vous allez dans la campagne où il y a beaucoup d'enfants, où il n'y a pas d'école. Vous habitez dans la capitale, à Port-au-Prince. Vous allez vous demander à la maman de ces enfants, madame, et j'habite à Port-au-Prince, où il y a beaucoup d'écoles. Et si, par exemple, vous me donnez, souvent les gens préfèrent les fillettes, les fillettes entre 8 à 11 ans. Ils ne veulent pas des enfants de 15-16 ans. Pourquoi? Parce qu'une fillette de 8 ans, elle est docile, elle ne va pas s'enfuir, voilà, elle accepte la maltraitance. Alors souvent, ce sont des gens qui cherchent une petite fille. Alors, la personne dit à la maman, si tu me donnes, si tu la laisses habiter avec moi, je te promets, elle va à l'école, elle sera scolarisée, elle apprendra une profession, et puis elle revient avec une profession, et elle vous aidera. Elle vous sortira dans la misère. Et souvent, la maman dit, oui, d'accord, tu prends mon enfant. Alors, quand l'enfant est accueilli, est pris dans la maison, alors cet enfant-là est appelé reste avec. Bon, voilà. C'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, quand mon livre est sorti, j'ai écrit mon livre, j'ai écrit 2 livres. Le premier livre s'appelle Reste avec. Reste avec. Comment j'ai pu écrire un livre? C'était pas, comment dirais, j'avais aucune intention d'écrire un livre. Aucune. J'ai un fils qui s'appelle Adam. Et quand Adam avait 6 ans, alors il y avait une petite fête dans le salon pour Adam. Et les parents d'Adam, ses grands-parents, ses cousins, cousines, etc. étaient là. Et
mon fils, à 6 ans, m'a posé une question. Papa, où sont mes grands-parents de ton côté? Alors, c'est quelque chose... Alors, mon passé, j'ai caché mon passé. Je ne voulais pas expliquer à personne que j'étais resté avec. Parce que c'est honte de dire à quelqu'un, j'ai passé toute mon enfance dans l'esclavage. Alors, à ce point-là, quand il m'a posé cette question, je suis allé dans la cuisine immédiatement parce que tout le monde voulait savoir qui êtes-vous, qui est ton papa? Parce que je ne parlais pas de mon passé. Alors, ce soir-là, quand il est allé au lit, j'ai commencé à écrire une lettre pour dire pourquoi ton père, pourquoi tu n'as pas de grands-parents du côté de ton père. Alors, j'ai continué à écrire pendant toute une année. J'ai écrit des pages, des cahiers. Et puis, un jour, j'ai montré tout ce manuscrit à un professeur de l'université. Et il m'a dit, oh là là, ça, c'est très bien écrit. Il faut que cette histoire sorte. Il faut que tu partages ton histoire au monde. Alors, ce professeur m'a aidé. Il a écrit une lettre en mon faveur et il a envoyé le manuscrit à un éditeur. Et dans quelques semaines, j'ai reçu mon premier contrat. Et le livre est publié. Et quelques mois plus tard, je suis invité à l'ONU pour parler un peu, pour expliquer, parce que personne ne savait que ce système de l'esclavage moderne existait en Haïti. Alors, j'ai exposé ce système et les Haïtiens, quand les Haïtiens à Miami, à New York, ont entendu parler de ce livre, ils ont lu. Ah, j'ai reçu beaucoup de menaces. Vous avez exposé. Tu vois, quand quelqu'un t'appelle au téléphone, alors tu ne sais pas qui t'appelle, la personne dit, vous avez exposé le linge sale de notre pays. Je vais vous couper la tête. Ah, ça fait peur. Ah oui. Si vous vous montrez le visage en Haïti, on va vous décapiter. Oh. Mais aujourd'hui, je suis reçu en Haïti, dans tous les radios, les stations radio, à la télévision, et même par le ex-président Aristide, qui habite en ce moment en Haïti. Mais quand j'ai fait mon intervention, ma première intervention à l'ONU, l'ambassadeur haïtien est venu me voir. Il m'a dit, Jean-Robert, tu sais, ce système de l'esclavage existe depuis les années coloniales, depuis les vieilles dates. C'est très ancré, ça fait partie de notre société. Pour éliminer ce problème, il faut changer la mentalité. Il faut changer la mentalité d'une société. Ce serait un travail colossal de changer la mentalité. Alors je me suis dit, comment je vais faire pour changer la mentalité? Parce que je sais ce que c'est. Je connais très bien la douleur des enfants en domesticité, les enfants esclaves. Alors, après le tremblement de terre,
il y a eu un tremblement de terre. Vous avez entendu parler du tremblement de terre et qui s'est passé et qui a presque détruit Port-au-Prince en 2010. En 2010, je suis allé en Haïti le jour après le tremblement de terre. Je suis allé en Haïti et j'ai visité beaucoup de camps, des camps, parce que je sais, si par exemple, il y a un grand, comment dire, emergency, comment dit-on ça? Comment? Bon, voilà. Et ce sont toujours les enfants restés avec qui souffrent. Parce que quand j'étais petit, en Haïti, il y avait une cyclone. Et c'était toujours les enfants restés avec qui ont beaucoup souffert. Parce que même si à la radio, il y a du vent, et on annonce qu'il faut rester à l'intérieur parce qu'il y a des arbres qui tombent, il y a des feuilles de tôle le vent les emporte et ça peut tuer n'importe qui. De rester à la maison. Les enfants restent avec. Ils sont dans la rue avec un seau. Ils vont chercher de l'eau. Et le système de rester avec existe encore à cause de la pauvreté et surtout à cause du manque de l'eau. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'eau en Haïti. La famille, presque toutes les familles en Haïti aujourd'hui, n'a pas d'eau binaire. Il dépend d'un enfant. Un enfant qui pour aller chercher de l'eau. Et je partage cette photo avec vous. Regarde cette petite fille, elle reste avec. Elle porte, alors la dame, elle vend de la nourriture cuite et la fillette, elle porte de l'eau. L'eau est plus lourde que les choses vides. Voici ce que je faisais en Haïti quand j'étais en Haïti, quand j'étais petit. Quelquefois, j'ai apporté les enfants sur mon dos à l'école. Si l'enfant dit non, non, je ne veux pas marcher, tu dois m'apporter sur ton dos, je dois l'apporter. Sinon, je suis tapé. Alors, cette photo, je l'ai prise l'année dernière. C'est une reste avec. Et ici, vous voyez qui est la reste avec et qui est l'enfant de la famille. La reste avec, elle porte les vieux vêtements, les vieux vêtements de la famille. Et elle est souvent pieds nus, je suis surpris qu'elle a des sandales. Et elle accompagne l'enfant à l'école. Et après, elle est allée la chercher à l'école et elle marche, elle est dans la rue et la femme qui est à côté ne voit pas cet enfant parce que ça fait partie de la culture. C'est partout, mais personne ne le voit pas. Moi, je le vois parce que je connais très bien la situation. Voilà. Bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bon, par exemple, je ne sais pas combien de temps que j'ai, et il y a beaucoup de gens qui ont des citernes à la maison et qui achètent de l'eau pour remplir les citernes. Alors, il faut avoir un enfant pour prendre de l'eau, apporter jusqu'au 2e étage, et qui font ça toute la journée. Quand les gens sont allés aux toilettes, c'est une enfant qui doit aller chasser voilà. Alors, ce que j'ai fait
j'ai pensé beaucoup à ce que l'ambassadeur haïtien m'a dit, c'est la mentalité qu'il faut changer. Alors, après le tremblement de terre, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants. Alors, le nombre d'enfants dans la domesticité, ça a beaucoup augmenté parce qu'il y avait beaucoup de familles, beaucoup de mères et de pères qui sont touchés par le tremblement de terre, beaucoup de morts. Alors, leurs enfants survivent. Alors, des autres familles acceptent ces enfants-là dans la domesticité, dans l'esclavage. Alors, je me suis dit, bon, il faut chercher un moyen. Voici ce que j'ai fait. J'ai demandé à une poète haïtienne de m'écrire une chanson. Alors, elle a fait un très bon travail. Je lui ai donné les mots, les paroles. Et je lui ai donné même les lyrics, parce que je ne suis pas artiste, elle est artiste. Et elle a créé... Voilà. L'envie qu'on est réveillé, les arrivés, pour nous briser d'Aken, pour nous à tout le monde, il est pour tout le monde, gré tout le monde. Bon, j'ai créé tout le monde égal égaux, mais il y a un petit monde, y a tout busy. Est-ce que tout le monde qu'on choisit qui côté pour y faire? Est-ce que tout le monde décide j'en pour y vivre? La misère fait par un lit désespéré. Yo faire confiance sur baouti petit là. On guise la vie meilleure, on maltraite le tout gens, on fait le travail coubouri, quoi payer ça? L'envie qu'on est réveillé, les arrivés, pour nous briser d'Aken, pour nous à tout le monde, il est pour tout le monde, gré tout le monde. Si comme Kembe mes Jojo, yo gen même l'âge, la mène Jojo l'école, les pieds à terre, les Jojo disent bye bye, ticket ti cam cassé. T'as aimé à l'école, mais c'est pas droit. Gardez la peine là pour ça qu'a fait corder. En bas, Albert Oxodol, à sac livli. Route la chargée la boue, soulier toto pas sale. La pousse a bien porté non, l'île la pousse. L'envie qu'on est réveillé, les arrivés. Pour nous briser d'Aken, pour nous à tout le monde, il est pour tout le monde, gré tout le monde. C'est comme un qui s'y posait des petits moun, ou yon viré tête en bas à la traka. Fiel là pour ça fin pété, ti kam envie sauver, contre la vie ti moun sa yo, c'est pas sérieux. Sou persiste ignorer droit ti moun yo, sou pas jou prati kamak la pou sa. Les Jéhovah l'ouvri, les a dit c'est toi patron, Alberto Jojo avec au pape sa dormi. L'envie qu'on est réveillé, les arrivés, pour nous briser d'Aken, pour nous à tout le monde, il est pour tout le monde, gré tout le monde. L'envie qu'on est réveillé, les arrivés, pour nous briser d'Aken, pour nous à tout le monde, il est pour tout le monde, gré tout le monde. Voilà. Alors, cette chanson-là, et quand la chanson est créée,
j'ai loué une studio de musique pour mettre la chanson en musique. Et la chanson est distribuée dans toutes les stations radio. Et un an après, j'ai embauché un vidéographe pour mettre ça en vidéo, distribuer encore dans toutes les chaînes de télévision. Et maintenant, la chanson est connue par presque tout le monde en Haïti. Mais puisqu'il y a les enfants, beaucoup d'enfants n'ont pas d'accès à la radio, à la télévision, la Fondation commence à enseigner la chanson aux enfants à l'école. Alors, c'est là qu'il faut changer la mentalité. C'est de persuader les écoles d'enseigner la chanson aux petits. Et parce que quand les petits deviennent adultes, ils seraient des adultes sensibilisés qui ne vont pas répéter la même chose. J'ai une grande conférence en Haïti le 22 mars, le mois prochain, avec beaucoup de directeurs et directrices d'école qui avaient entendu la chanson à la radio et qui veulent enseigner la chanson aux petits. Alors, le but de la Fondation, c'est de mettre fin à l'esclavage de l'enfant. Et voici c'est le moyen de le faire parce que c'est un moyen qui est déjà accepté par les directrices de l'école. Bon, je reste à STAP. Je m'arrête un petit peu afin de vous donner l'occasion de poser des questions. Merci. Merci. Ouais, donc maintenant, on va faire passer des micros. Donc, levez la main si vous avez des questions, on vous apportera un micro. Bonjour, Monsieur Cadet. Bonjour. Je suis là. J'ai une question. Donc, vous avez dit ces enfants, ils travaillent donc, jusqu'à l'âge de 15-18 ans, on va dire. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent après, justement? Si l'enfant, par exemple, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, l'enfant tombe dans la misère. Avec un peu d'éducation, l'enfant peut, à l'âge de 16-17 ans, quand il est sorti de la misère, il peut vendre quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, il y a la compagnie Digicel. Alors, c'est une compagnie qui fabrique les cartes téléphoniques parce que les gens en Haïti remplissent leur portable, téléphone. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça et qui gagnent leur vie. Il y a des gens qui font des petits commerces et qui peuvent se débrouiller. C'est la raison pour laquelle que ma fondation a inscrit des enfants en domesticité à l'école et a payé les habits scolaires, etc., pour qu'ils puissent apprendre quelque chose. Du coup, ils ne reviennent jamais dans leur famille. Parce que parfois, vous avez dit, la famille d'accueil dit à la famille qu'ils vont revenir après. Dans ce cas-là, ils ne reviennent pas dans leur famille d'origine. Non, souvent non. Parce que la famille de l'enfant, souvent, est illettrée. Et ces gens-là, il y a des gens qui ne connaissent pas Port-au-Prince, qui ne connaissent pas la capitale, qui n'ont pas l'adresse de ces personnes. Alors, ces familles pensent que oui, il va, et cette famille-là, il ramène mon enfant pour me voir, pour me rendre visite. Et très, très souvent, l'enfant est complètement disparu de la famille. Et c'est l'une des raisons que les gens qui cherchent un enfant restent avec, préfèrent un enfant de moins de 7 ans, de moins de 12 ans.
moins de 12 ans, à 8 ans, après quelques années, l'enfant oublie comment est-ce que je peux rentrer chez moi. Merci. Bonjour, Monsieur Cadet, ici. Ah, voilà. Quel sentiment avez-vous pour la famille dans laquelle vous avez grandi? Quel sentiment? Quand je suis mise à la porte, c'était... je les hais. Je les souhaitais la mort. Mais quand j'étais à l'université, j'ai commencé à apprendre l'histoire. J'ai vu que c'est un système. Parce que je n'étais pas le seul enfant resté avec. Mes voisins ont ces enfants-là. Et il y avait des enfants qui étaient beaucoup plus maltraités que moi-même. Surtout les fillettes. Et c'est la raison pour laquelle que j'amène ce combat. C'est pour plus que les fillettes. Parce qu'une petite fille qui a 12-13 ans et une adolescente, elle est souvent violée. Et quand elle est violée, si elle tombe enceinte, l'enfant, elle a disparu. Elle est envoyée quelque part et puis c'est fini. Et ça m'embête. Alors, c'est ça qui me donne beaucoup d'énergie, qui me donne beaucoup de motivation de faire ce travail. Rebonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question plus, on va dire, terre à terre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vous faites beaucoup de choses, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est possible d'agir? J'ai la conférence le 22 mars. La conférence coûte beaucoup d'argent. Alors, l'argent rend les choses un peu faciles, facilite les choses. Par exemple, pour faire la conférence, j'invite 50 professeurs, directeurs de l'école. Et la fondation doit payer le déjeuner. Organiser, par exemple, je dois faire des copies de la chanson. Pour faire 30, quelquefois 300 copies de la chanson pour les distribuer, alors ça coûte. Et vous pouvez faire des donations, des dons, sur mon site, c'est jeanrcadet.com. Et vous pouvez aller sur PayPal. Et ensuite, vous pouvez m'envoyer une invitation de votre ami sur Facebook. Et sur Facebook, je mets toujours mes activités en Haïti. Vous pouvez me suivre. Et le site est en français et en anglais. Vous pouvez voir tout ce que je fais. Bonjour, je suis là. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à, dans la famille, est-ce que c'est possible, vous pensez qu'il y ait des liens qui se développent entre les enfants et les restes avec, parce qu'ils doivent quand même passer du temps en dehors quand ils les emmènent à l'école, tout ça. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une relation entre eux qui se développe ou pas du tout? Ah oui, bien sûr, mais c'est rare. Il y a des familles qui traitent très bien les enfants. Un enfant qui est pris, qui est reçu dans une famille en tant que reste avec. Si par exemple l'enfant a l'accès à l'éducation, il y a beaucoup de reste avec qui vont à l'école les après-midi. Alors en Haïti, il y a 2 sessions. Le matin de 8h à 1h, ce sont les enfants qui habitent, qui ont des parents. Mais le second session commence à 2h, de 2h à 6h. Alors souvent, ce sont des enfants qui sont en domesticité et leurs maîtres les envoient à l'école. Mais pas tous les enfants qui sont dans la situation de rester avec, qui vont à l'école. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai 50 enfants qui est sûr dont les charges je prends.
pour les envoyer à l'école, la scolarité, l'habit scolaire, les chaussures, le sac à dos, fournitures scolaires, etc. Oui. Et un enfant, par exemple, qui habite dans une famille et reste avec, si l'enfant n'est pas battu, l'enfant remplit des tâches domestiques comme les autres enfants de la famille, cet enfant-là n'est pas resté avec. C'est un enfant, on peut dire, adopté. Pas officiellement adopté, mais c'est un enfant adopté. Merci beaucoup. Pas de quoi. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien revenir sur votre libération de l'esclavage. Vous nous avez dit que c'était grâce, on a compris en tout cas que c'était grâce à l'école et aux menaces de sanctions aux États-Unis. Donc je voudrais savoir pourquoi à Haïti on n'a pas cette menace de sanctions et pourquoi on n'oblige pas tout simplement à ce que les enfants soient envoyés à l'école. Parce que vous nous dites que vous agissez, et c'est très bien, mais est-ce que la loi ne pourrait pas avoir plus d'impact? Ah oui. Il y a une loi en Haïti qui dit que aucune personne ne doit embaucher, personne ne peut prendre un enfant de moins de 12 ans en domesticité. Et si un enfant est pris en domesticité, l'enfant, il faut que la personne envoie l'enfant à l'école, il faut que l'enfant soit scolarisé, il faut que l'enfant ait donné à manger, il y a un minimum. Mais souvent, les enfants qui se trouvent en domesticité ou en esclavage n'ont pas d'acte de naissance. Alors, c'est difficile par exemple, si par exemple l'État, le gouvernement demande quel âge a-t-il et l'enfant a 8 ans, la personne peut dire l'enfant a 13 ans. Et en Haïti, les lois ne sont pas respectées. Cette loi-là n'est pas respectée. Même la Constitution haïtienne dit que l'esclavage est défendu. On ne peut pas mettre quelqu'un dans l'esclavage. Mais le gouvernement, à cause de la pauvreté, le gouvernement préfère d'avoir des enfants en domesticité que d'avoir des enfants dans la rue. Parce qu'en domesticité, l'enfant a un toit, l'enfant mange, l'enfant est chez quelqu'un. Même si que la personne n'envoie pas l'enfant à l'école, même si que l'enfant est maltraité, mais pour le gouvernement, c'est mieux d'avoir ça au lieu d'avoir des enfants qui vivent dans la rue. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si vous avez revu la famille haïtienne qui vous a amené aux États-Unis depuis et si vous pensez que c'est possible de pardonner ce genre de comportement. Ah, bon, oui, je les ai vus et quand j'ai reçu mon diplôme à l'université, ma licence, je suis allé les voir parce que depuis quand j'étais petit, et la famille m'a toujours dit que je serais un cireur de chaussures. Parce que à la maison, c'était mon job, mon boulot, de cirer toutes les chaussures des gens de la maison. Et je devrais le faire 2 fois par jour. Et le matin ou le soir. Alors, les gens pensaient que ce serait ma profession. Alors, quand j'ai eu mon diplôme, je suis allé les voir et pour les montrer, regardez, c'est un diplôme d'une très bonne université et je ne suis pas un cireur de chaussures, je suis quelqu'un et j'ai déposé mon diplôme sur la table et puis je suis sorti et puis je ne suis jamais revenu les voir. C'est juste pour les montrer que j'ai réussi. Ouais. Bonjour Monsieur Cadet, j'ai Bonjour. 2 questions. La première, c'est à combien peut-on estimer le nombre de reste-avec dans le monde? Dans le monde, je ne sais pas, mais je peux dire qu'en Haïti, l'UNICEF
a estimé qu'il y a entre 300 000 à 400 000 enfants en esclavage. Entre 300 et 400 000. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très ancré dans la culture et on ne peut pas l'éliminer le lendemain. Ça va prendre peut-être 2 ou 3 générations, mais il faut commencer d'abord par sensibiliser les petits. Avec la chanson, ça marche, parce que c'est une chanson qui parle de la maltraitance de l'enfant, c'est une chanson qui parle du droit de l'enfant et aussi qui parle du danger. Qu'est-ce qui va passer si cette situation et ce système n'est pas aboli? Et l'autre question, vous avez dit 2 questions. Et donc oui, la seconde, c'est à propos de votre identité. Parce que vous nous avez dit que votre famille, entre guillemets, d'adoption, vous avez renommé Bobby, ouais, mais qu'ensuite vous avez changé pour Jean-Robert. Ouais. Et pourquoi avoir donc gardé le nom Cadet? Parce que je ne savais pas comment choisir un nom. Je pensais qu'un nom doit être donné par une famille. Je pensais que tous les noms appartiennent à une famille quelconque. On ne peut pas utiliser le nom d'une famille, de le prendre sans la permission. Et j'avais honte d'aller demander, excusez-moi, Madame Smith, est-ce que je peux utiliser le nom Smith? Alors, c'était ma façon c'est ce que je pensais. Et puisque j'ai été inscrit à l'école, au lycée aux États-Unis, et mon diplôme, dans mon diplôme, c'est le nom Jean-Robert Cadet, et je suis allé dans l'armée américaine, alors j'ai accumulé un dossier. C'est devenu de plus en plus difficile de changer de nom. Et c'était en 2001 ou 2002, après la sortie de mon livre, et avec, je suis allé en Haïti pour chercher la famille de ma mère. Et j'ai découvert une tante. Alors, je lui ai demandé. Et alors, quand je suis arrivé au village, elle a dit « Oh, Alfrénol !» À qui elle parle? « C'est toi, Alfrénol !» Mais ta maman t'a appelé Alfrénol. Tu es Alfrénol Brutus. Oh là là! Alors, c'est difficile de changer. Ouais, il faut changer. Et mon dossier, tous les dossiers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nom? C'est la raison pour laquelle j'ai gardé le nom Jean-Robert Cadet. Par exemple, quand la famille m'a inscrit dans le centre d'alphabétisation, elle ne m'a rien dit. Elle m'a dit, cet après-midi, quand tu as fini de faire les tâches, de remplir tes tâches, tu peux aller dans le centre là-bas, etc., etc. Quand je suis arrivé, et le professeur a fait l'appel. Elle a appelé les noms des enfants. Jean-Pierre Louis, présent. Jean-Jacques Dessalines, présent. Jean-Robert Cadet. Jean-Robert Cadet. Bon, absent. Et après, elle a dit, et il y a quelqu'un dont le nom je n'ai pas cité. Je dis, comment t'appelles-tu? Bobby. Alors, j'ai pris c'est après beaucoup d'années que je m'habitue avec le nom Cadet. Alors, à l'école aux États-Unis, tout le monde m'a appelé Gene Robert. Et puis, bon, j'ai gardé le nom, voilà. Oui, Gene Robert. Aux États-Unis, le nom Jean, les gens pensent que c'est le nom d'une femme. Il faut dire John. Alors, tous les pubs que je reçois, c'est adressé à mademoiselle Jean-Robert Cadet. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, ma question, c'est la suivante.
Vu que vous avez été reste avec très jeune, donc à partir de 4 ans, est-ce que vous aviez conscience que votre situation n'était pas normale étant enfant en fait? Au début, oui, parce que quand je suis arrivé chez la famille, j'ai vu que tout le monde avait un lit, sauf moi. On m'a mis à dormir sous la table de cuisine, sur un morceau de carton, et avec une vieille robe de la dame qui me sert de mon drap. Et puis, après quelques mois ou quelques années, j'ai commencé à fréquenter les autres enfants qui étaient dans ma situation. Et je me suis dit, bon, c'est normal, parce qu'il y a des enfants qui sont pieds nus, qui sont mal vêtus, ils sont des enfants qui sont bien habillés. Je pensais que c'était normal, parce que je n'étais pas le seul enfant dans la situation. Et j'ai vu des enfants qui apportent des enfants à l'école, un enfant sale, pieds nus, qui apporte un enfant en habit scolaire, très, très propre, avec son sac à dos. Pour moi, c'était normal de voir ça, parce que quand je vous ai montré cette photo de 2 enfants, une fillette qui amène une autre à l'école, et il y a une femme qui était au bord de la rue était pleine de personnes, ça n'a choqué personne. Parce que pour eux, c'est normal. Ce sont des gens qui grandissent de voir ça depuis quand ils étaient très petits. Maintenant, ils sont adultes, c'est normal. Mais à cause de la chanson, c'est très puissant pour sensibiliser les gens. Et je suis très content, et ça m'a choqué un peu quand les directeurs de l'école, les profs m'ont dit « Oui, j'ai entendu la chanson, il faut que nous enseignions cette chanson aux enfants. » Bonjour Monsieur Cadet. Bonjour. Alors moi j'avais une question un peu plus administrative. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'acte de naissance et de certificat d'existence finalement de ces enfants qui partent devenir reste avec? Bon, c'est parce que ces enfants sont nés à la campagne. À la campagne, il n'y a rien. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'école, c'est comme dans un forêt. Il n'y a rien. Et ensuite, à cause de la pauvreté, un enfant qui est né dans une famille extrêmement pauvre, ce petit argent, tu vois, c'est mieux de dépenser cet argent pour acheter de la nourriture au lieu d'enregistrer cet enfant pour avoir un acte de naissance, parce que ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit. Alors, c'est à cause de cela, de la pauvreté, la misère, que beaucoup de personnes en Haïti, beaucoup de gens n'ont pas d'acte de naissance. Oui? Là, Monsieur Cadet. Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure le nombre de 300 à 400 000 restent avec en Haïti. Est-ce que c'est un chiffre stable ou il évolue? Une baisse ou une hausse, surtout suite au tremblement de terre 2010 qui a dû bouleverser pas mal de choses à Port-au-Prince, justement. Est-ce que tu constates une hausse ou une baisse du nombre de restes avec en Haïti? Après le tremblement de terre, c'est un peu élevé. Parce qu'après le tremblement de terre, il y avait une enquête pour voir. Il y a des gens qui ont visité les camps. Il y avait beaucoup d'enfants qui pleuraient, qui ont perdu leur mère et leur père, et qui sont acceptés, qui sont pris dans ce système de reste avec. Ouais. Alors, le taux a augmenté un petit peu. Ouais. J'ai une nouvelle question. Oui. Je viens de voir sur votre site internet et également sur votre page Facebook que, entre autres, vous aviez reçu des remerciements, par exemple, de Bill Clinton
Ouais. Est-ce que vous pensez que les États-Unis et le soutien des États-Unis, ça peut être un poids qui puisse être favorable à la lutte que vous menez? Où êtes-vous? Je suis devant vous. Ah, voilà. Oui, je vous voyais chercher. Je suis juste devant. Oui. Ah là là. Oui. Après le tremblement de terre, j'ai été interviewé par presque toutes les chaînes de télévision à travers le monde. Et avant, et sur le système de Restavek. Et quelques mois avant, j'ai été invité par Bill Clinton. Il a fait une grande fête dans sa fondation à New York. Il m'a invité. C'était pour me donner un prix, un certificat pour me féliciter pour le travail que j'ai fait en Haïti. Et je lui ai donné mon bouquin. Il l'a lu. Et puis, il est allé en Haïti avec l'ambassadeur américain. Et puis, il y avait une conférence de presse. Et l'ambassadeur américain a dit que ce système de Restavek, c'est aux Haïtiens eux-mêmes de le changer. Parce qu'un étranger ne peut pas aller dans un pays où il ne connaît pas la culture, de dire, OK, nous allons mettre fin sur ce système. Parce que ça fait partie de la société. Ce sont les Haïtiens eux-mêmes. Moi, je suis Haïtien, je connais le problème. Alors, c'est la raison pour laquelle que j'ai créé, c'est pas moi, je n'ai pas écrit la chanson, mais c'est une Haïtienne qui l'a fait. Ce sont les vidéographes haïtiens qui l'a fait. C'est la musique haïtienne. Et maintenant, ce sont les Haïtiens eux-mêmes, les directeurs, directrices de l'école, qui veulent enseigner la chanson aux enfants. Et oui, l'ambassadeur avait raison. Ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui doivent prendre conscience de dire, bon, il faut que ça soit terminé. Ouais. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc on va prendre 2 questions encore. Bonjour Monsieur Cadet. Bonjour. Je suis juste là. J'aurais aimé savoir quelles sont les initiatives qui ont été mises en place par l'ONU suite à votre témoignage et si votre association, votre organisation travaille main dans la main en fait avec l'ONU pour créer des initiatives de grande envergure pour lutter justement contre ce système de Restavek. Non, comme je vous ai dit, je viens de vous dire, ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui doivent éliminer ce système. Mais la première fois, je suis allé à l'ONU, j'ai expliqué le problème, j'ai parlé, j'ai fait une grande intervention. Et c'est à ce point-là que j'ai appris que Haïti n'est pas le seul pays où ça existe. Il y a beaucoup de pays en Afrique, en Asie, où ça existe. Et j'ai fait partie d'un working group, un groupe de personnes qui connaissaient très bien le problème et qui ont passé presque 2 semaines à travailler sur ce problème, cette problématique, de donner des suggestions comment améliorer la situation ou comment éliminer la situation, comment engager le gouvernement de ce pays-là pour qu'il pour mettre fin sur ce problème. Et donc la sensibilisation, en fait, pour l'instant, se limite à la chanson qui est enseignée dans les écoles. Ouais. Voilà. J'avais une question. J'aimerais savoir si les organismes internationaux comme l'ONU étaient au courant en fait de ce problème avant que vous sortiez votre livre. Non, pas du tout, parce que c'est la raison pour laquelle que j'ai été invité plusieurs fois à l'ONU et au BIT, le Bureau international du travail. Les gens ne savaient pas. Comment ça se fait en fait qu'ils n'étaient pas au courant? Je ne sais pas, parce que après mon intervention au BIT, le BIT a ouvert un bureau
en Haïti pour sensibiliser les gens. Et ce n'était pas bien passé du tout. Après quelques mois, parce que ce sont des gens employés qui dépendaient de l'argent pour sensibiliser. Pour eux, c'était un moyen de gagner de l'argent. Alors, le BIT a fermé le bureau et puis les gens commençaient à dire ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui doivent changer le problème, la situation. Eh bien, je vous remercie infiniment et vous êtes le leader du monde de demain. Alors, je pense que ça va changer dans deux générations. Dans 2 générations. Alors, vous serez le leader de demain, du monde de demain. Vous aurez l'occasion de gérer de l'économie et de finances, etc. Mais tout le monde, je pense, et vous surtout, vous avez une obligation morale de faire quelque chose parce que le monde est à vous. Haïti est loin de vous, mais Haïti fait partie de ce monde. Et la culture haïtienne et la culture française est très liée. Et vous étiez le maître de cette colonie. Et vous avez une obligation morale de faire quelque chose. Alors, n'oubliez pas que je suis sur Facebook, Jean-Robert Cadet, et le site est en anglais et en français. D'accord? Alors, je vous remercie beaucoup. Merci.